Alors aujourd'hui, nous sommes au terme de la 5e édition du mois de la scoliose organisée dans le cadre des ateliers dirigés de la clinique universitaire de chiropratie. Comme vous le savez, cette activité repose sur les 3 volets: l'état des connaissances et mise à jour sur la scoliose, la gestion clinique dans un contexte authentique avec des sujets scoliotiques, et le dernier aspect, et non le moindre, le volet scientifique dans le domaine de la scoliose. Nous avons jusqu'à ce jour eu le privilège de recevoir des conférenciers chercheurs qui tous sont venus nous entretenir sur différentes facettes de la scoliose. Et grâce à ces mêmes chercheurs, alors qu'on pense en avoir fait le tour, on continue d'en apprendre. Cette année, nous récidivons toujours sur le même thème, c'est-à-dire celui de l'excellence, en recevant un chercheur de l'Université Laval, cette fois-ci, professeur titulaire au département de kinésiologie. L'une de ses thématiques de recherche concerne l'étude des mécanismes sensorimoteurs chez des adolescents scoliotiques. Ces travaux sont supportés par la Fondation Yves Cotterêts de l'Institut de France. À ce jour, le professeur a publié plus de 70 articles scientifiques et présenté ses travaux à l'échelle nationale et internationale. Je vous invite à applaudir vivement le docteur Martin Simoneau. Merci. Merci pour l'invitation au comité organisateur du mois de la scoliose. Comme mentionné, mon nom est Martin Simoneau, je suis professeur à l'Université Laval et une de mes thématiques de recherche, c'est la scoliose. Identifier les mécanismes qui sont associés à l'apparition de la scoliose et la progression de la scoliose. Parce qu'une des choses qui est très importante, c'est d'être capable de prédire les scolioses qui vont progresser pour savoir si on peut appliquer un traitement qui va être optimal ou pour éviter que la scoliose progresse simplement et éviter une chirurgie si c'est possible. Donc aujourd'hui, ça va être une présentation qui est scientifique. J'aimerais vous informer que moi, je m'intéresse, c'est pas que je n'ai pas d'intérêt, mais c'est que mes travaux de recherche ne sont pas centrés sur l'évaluation de traitement. Je m'intéresse surtout à l'aspect sensorimoteur qui pourrait être altéré chez les patients scoliotiques. Donc on va aujourd'hui principalement voir les mécanismes sensorimoteurs qui pourraient être altérés chez les patients scoliotiques, soit de l'adolescence et de l'adulte. Donc, vous avez eu plusieurs symposiums ou présentations jusqu'à maintenant. Vous savez principalement les caractéristiques de la scoliose. Donc, je ne vais pas faire en détail le portrait des scolioses. Vous savez sûrement que c'est une déformation du rachis en 3 dimensions et que l'index utilisé en clinique, souvent, c'est l'angle de Cobb, qui est l'angle dans le plan frontal. Donc, c'est sûr et certain que la scoliose est en 3 dimensions. Moi, ce que j'utilise, c'est l'index l'angle de Cobb parce que je n'ai pas l'instrumentation et les techniques en imagerie biomédicale pour mesurer la déviation en 3 dimensions. Il y a des spécialistes à Sainte-Justine qui s'intéressent à la déviation en 3 dimensions de la colonne chez la scoliotique. Ça touche principalement les jeunes filles. Il y a 70% des scolioses qui sont idiopathiques, donc on ne connaît pas la cause. Il y a une classification des scolioses et moi, mes travaux de recherche sont orientés principalement chez la scoliose de l'adolescent. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont associés au développement de la scoliose. Donc, chacun des chercheurs va défendre sa thématique de recherche puis va dire que c'est plutôt son facteur qui est important pour la scoliose. Donc, il y a des facteurs biomécaniques, donc la croissance asymétrique des vertèbres, qui est identifiée comme étant un facteur possible de l'aggravement de la scoliose. Hyperlaxité des structures. Les généticiens vont dire que c'est une maladie qui est principalement génétique. Donc, il y a 27% des jeunes filles qui développent une scoliose qui ont un parent qui a une scoliose, alors que dans la population, c'est de 1 à 3 la prévalence. Et chez les jumeaux monozygotes, il y a 73 de prévalence. Donc, il y a des causes génétiques associées à la scoliose, on n'en doute pas. Ensuite, la biologie moléculaire, les gens qui s'intéressent à la mélatonine, la signalisation de la mélatonine, la comalduline, l'ostéopontine, donc ils vont dire que c'est associé à la scoliose. Donc, ça a été mesuré que les scoliotiques ont des variations plus importantes de mélatonine ou des problèmes de signalisation de mélatonine ou des problèmes au niveau de l'ostéopontine. Et il y a les causes neurologiques. Donc, c'est les causes qui m'intéressent davantage. Donc, il y a des problèmes au niveau du nystagmus, des mouvements oculaires, des potentiels évoqués somatosensoriels qui sont mesurés au niveau du cortex sensoriel. Donc, il y a des altérations chez les scoliotiques. Il y a des problèmes d'équilibre lorsqu'on retire l'information sensorielle, des changements morphologiques au niveau des ondes du cerveau et aussi des différences dans la composition du corps calleux. Donc, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a des problèmes au niveau du traitement des informations sensorielles chez les scoliotiques. Donc, c'est
un portrait sommaire des causes ou des effets de la scoliose au niveau de différentes thématiques de recherche. Donc moi, je m'intéresse à l'intégration sensorielle et la première étude qui m'a passionné sur le problème d'intégration sensorielle chez les scoliotiques, c'est un modèle de Herman qui a été publié en 1985, qui est à mon avis le premier qui a démontré ou qui a suggéré, il a plutôt suggéré, il n'a pas démontré parce qu'il n'a pas fait d'études, c'est un modèle, que la scoliose pouvait être un problème d'intégration sensorielle et que le problème d'intégration sensorielle amènerait une mauvaise interprétation des signaux sensoriels qui ferait en sorte que les patients scoliotiques auraient une mauvaise représentation de la position des segments les uns par rapport aux autres. Donc ça créerait une commande motrice qui est inappropriée, étant donné qu'ils ont l'impression qu'ils ont le corps plus tordu qu'il est réellement ou moins tordu qu'il est réellement. Et la commande motrice au niveau des muscles dorsaux serait inappropriée ou asymétrique. Donc c'est le modèle général de Herman qui a proposé en 1985. Donc à partir de ce modèle qui n'avait pas été exploré, j'ai développé avec mes étudiants et mes collègues plusieurs études pour essayer de prouver ou non le modèle de Herman. Je vais vous montrer plusieurs études sommairement qui démontrent que la scoliose, c'est autre chose qu'un problème simplement osseux de développement des vertèbres au niveau de la biomécanique des vertèbres. Donc, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, il y a des chercheurs, des chercheurs espagnols, qui ont montré que chez les patients scoliotiques, lorsqu'ils sont en imagerie par résonance magnétique et qu'ils font une tâche assez simple, qui est de fermer et d'ouvrir la main, c'est tout simple comme tâche, ils ont mesuré au niveau de l'aire motrice supplémentaire une hyperactivité. Donc, on voit ici les deux panneaux inférieurs, c'est des patients scoliotiques. Les panneaux supérieurs, c'est des sujets contrôle, donc ils n'ont aucune scoliose. Et on voit aussi ici, au niveau de l'aire motrice supplémentaire, que comparativement aux patients contrôle, il y a une hyperactivité lorsque les sujets font la même tâche motrice. Donc, il y a un changement, une désorganisation dans l'activité corticale des patients scoliotiques. Donc, c'est une des démonstrations qu'il y a un problème sensoriel qui peut arriver, ou sensorimoteur qui peut arriver suite à la scoliose ou qui pourrait être présent avant le début de la scoliose. Ensuite, il y a une étude chinoise qui a montré en imagerie par résonance magnétique, ils ont étudié la zone de différentes zones corticales et ils ont démontré qu'il y avait des différences dans le territoire de zone corticale chez les scoliotiques comparativement au sujet contrôle. Donc, c'est une autre étude qui montre qu'il y a une réorganisation au niveau cortical chez les patients scoliotiques. Une étude qui date de 1994, d'une équipe de Japonais, qui a montré chez les scoliotiques, ici c'est une diapositive qui est assez complexe, mais brièvement, ce qu'ils ont montré, c'est que les potentiels évoqués somatosensoriels chez les patients scoliotiques étaient asymétriques. Donc, lorsqu'ils stimulaient le nerf tibial, ils mesuraient au niveau du cortex somatosensoriel les potentiels évoqués et ils ont observé qu'il y avait une asymétrie. Et donc, ils en ont déduit qu'il y avait un problème de communication entre le thalamus et le cortex somatosensoriel chez les patients scoliotiques. Donc, c'est une autre étude qui démontre qu'il y a des problèmes d'organisation centrale chez les patients scoliotiques. Et donc, on mesure des problèmes sensorimoteurs chez les scoliotiques, mais la question est toujours la même, c'est est-ce que c'est la cause ou l'effet? Donc, est-ce que la déformation du rachis amène des problèmes au niveau de l'intégration sensorielle et ce que vous observez au niveau du cortex somatosensoriel ou moteur ou l'aire motrice supplémentaire, c'est plutôt associé à la déformation de la colonne qui amène des problèmes ensuite au niveau cortical. Donc, est-ce la cause ou l'effet? Et bon, bien sûr, c'est un modèle animal que je vais vous présenter, mais il y a quelques années, c'est assez récent, c'est en 2009, il y a une équipe française à Paris qui ont fait l'ablation unilatérale du système vestibulaire. Donc, ils ont enlevé chez la grenouille aquatique une partie du système vestibulaire, le côté gauche. Et la raison est simple, c'est qu'on sait très bien que les voies vestibulo-spinales vont activer ou moduler l'activité électrique des muscles dorsaux. Donc, eux, leur hypothèse, c'est que la scoliose pourrait être associée à un problème vestibulaire, puisque la voie vestibulo-spinale va moduler l'activité électrique des muscles dorsaux. Donc, chez la grenouille aquatique, et la raison pour laquelle ils ont utilisé une grenouille aquatique, c'est très important, c'est que, étant donné que la proprioception peut compenser un problème sensoriel, tel qu'un problème vestibulaire,
si la grenouille est dans un milieu aquatique, la proprioception ne peut pas compenser le problème vestibulaire. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont utilisé un type de grenouille qui vit principalement dans l'eau. Donc, en fait, une ablation au niveau, ici, vous avez la grenouille à son stade de développement. Ils ont fait l'ablation ici sur la figure de l'appareil vestibulaire gauche. Et leur modèle, c'est que, si on voit sur la figure ici, il y aurait une asymétrie dans l'activité musculaire des muscles dorsaux chez la grenouille. Et ce qu'on observe ici en A, c'est au stade où la grenouille a eu une ablation de l'appareil vestibulaire. En B et en C, ce sont des grenouilles contrôle qui n'ont pas eu d'ablation du système vestibulaire et qui vivent dans un milieu humide, donc dans l'eau. Et ensuite, en D, en E, vous avez la grenouille qui a eu une ablation de l'appareil vestibulaire gauche et qui a développé une scoliose. Donc, ce travail a fait la démonstration qu'un problème sensoriel, vestibulaire, était la cause de la scoliose et non la conséquence de la scoliose. Bien entendu, ça reste un modèle animal. Dans la suite de leurs travaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, et il y a sûrement une période importante, parce que la scoliose chez l'adolescent se développe normalement au moment des menstruations chez la jeune fille. Donc, il y a une fenêtre temporelle qui semble être associée à la croissance, au développement, à la maturation. Donc, la scoliose n'arrive pas n'importe quand, elle semble être spécifique à une fenêtre temporelle précise. Donc, les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait l'ablation de l'appareil vestibulaire à une période du développement de la grenouille différente. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'à la fin du développement, lorsqu'ils faisaient l'ablation de l'appareil vestibulaire, la grenouille ne développait pas de scoliose. Donc, il y a une relation entre le sensorimoteur, le problème sensoriel et le développement de l'animal. La même chose pour l'être humain. Il y a sûrement un problème au niveau de la maturation qui est associé à un problème sensorimoteur ou d'autres problèmes, que ce soit moléculaire ou biomécanique, ou les autres problèmes qui sont associés au développement de la scoliose. Donc ici, sur la figure, c'est légèrement petit, là, mais l'angle de Cobb, lorsque l'ablation unilatérale du système vestibulaire était avant le développement de la grenouille, peut atteindre 40 degrés, alors que lorsque l'ablation de l'appareil vestibulaire était effectuée suite à la croissance, il n'y avait aucune modification de l'angle de Cobb. Donc les grenouilles ne développaient pas de scoliose lorsque le problème sensoriel était suite au développement de la grenouille. Et les auteurs ont mesuré également les muscles dorsaux de la grenouille. Donc avec des électrodes implantées au niveau de la colonne vertébrale, ils ont mesuré la sortie des nerfs et la modulation des signaux musculaires. Et ici, sur la figure complexe, mais ils ont pris la grenouille, ils ont fait des rotations autour de sa tête pour stimuler l'appareil vestibulaire et ont mesuré l'activité électrique des muscles du dos. Donc, avant la lésion, c'est en noir ici, et après la lésion unilatérale, j'ai mis dans le rectangle rouge, l'absence de stimulation ou la diminution de l'activité électrique des muscles. Donc, l'ablation unilatérale du système vestibulaire a amené une asymétrie au niveau de l'activité des muscles dorsaux qui pourrait être la cause du développement de la scoliose chez la grenouille. Donc, encore une fois, ça reste un modèle animal, mais c'est à mon avis un exemple très important pour prétendre qu'un problème sensoriel ou sensorimoteur pourrait expliquer le développement de la scoliose ou l'apparition de la scoliose. Je ne dis pas que c'est l'unique facteur. On voit très bien qu'il y a une fenêtre temporelle importante. Donc, le problème sensorimoteur doit arriver au cours du développement, pas à la fin du développement. Et qu'il y a d'autres facteurs importants comme la biologie moléculaire, et ainsi de suite. Mais c'est la première fois qu'il y avait une démonstration qu'un problème scoliotique pouvait être causé par un problème sensorimoteur ou sensoriel. Donc, mes projets de recherche sont principalement sur l'étude de l'être humain. Donc, moi, je ne fais pas de modèle animal. Donc, j'étudie les adolescents qui ont des problèmes sensorimoteurs ou des problèmes scoliotiques. Et mon modèle est aussi simple que celui de Herman. C'est qu'on a des signaux sensoriels qui voyagent vers le cerveau. Au niveau du cerveau, ces signaux sensoriels sont traités, sont transformés en commandes motrices. Et ensuite, la commande motrice est envoyée aux muscles dorsaux, par exemple. Et c'est au niveau de la transformation sensorimotrice, donc lorsque le cerveau transforme les signaux sensoriels en commandes motrices,
que la commande motrice serait asymétrique ou inappropriée et qui amènerait des contractions musculaires asymétriques au niveau des muscles dorsaux et qu'il y aurait un développement de la scoliose. Donc, c'est principalement le modèle qu'on utilise et qu'on étudie dans les 10 dernières années. Donc, dans la première étude que je vais vous montrer, on s'est intéressé à l'appareil vestibulaire parce qu'il y a plusieurs modèles qui suggèrent que c'est un problème vestibulaire chez la scoliose. Et principalement parce que les voies vestibulo-spinales, comme je vous ai dit, vont activer les muscles dorsaux. Donc, lorsqu'on stimule l'appareil vestibulaire, il n'y a pas juste des réflexes qui sont associés à l'appareil vestibulaire et à sa stimulation. Comme la démontre ici la figure, donc la stimulation de l'appareil vestibulaire va emmener des informations qui vont passer par le thalamus et ensuite qui vont être intégrées au niveau du cortex vestibulaire pariéto-insulaire. Donc, ça démontre ici en IRM qu'il y a une activité au niveau du cortex vestibulaire suite à une stimulation de l'appareil vestibulaire. Donc, ce n'est pas simplement au niveau spinal. Donc, dans cette étude, qui est assez simple, on a assis des patients squelettiques sur une chaise qui ressemble à une chaise de barbier et on les a tournés dans le noir. Donc, ils étaient complètement dans le noir. Donc, on a imposé une rotation de 10, 20, 30 degrés dans le noir. Et les sujets, suite à la rotation de la chaise, devaient faire une saccade oculaire à la position initiale de la chaise. Donc, on mesurait l'amplitude de la rotation de la chaise. Il y avait un encodeur optique, donc on pouvait connaître exactement l'amplitude de la rotation de la chaise. On mesurait avec des électrodes près des yeux l'activité musculaire, la différence de potentiel entre la cornée et la rétine. Et lorsque la personne faisait des rotations des yeux, on peut mesurer l'amplitude des saccades oculaires. Et le ratio entre l'amplitude de la saccade oculaire et la rotation de la chaise nous donne l'intégration sensorielle vestibulaire chez les patients. Donc, je vous donne un exemple. Si je vous tourne dans le noir de 30 degrés vers la gauche et que vous faites une saccade de 30 degrés vers la droite, donc, vous avez intégré parfaitement les informations sensorielles et le ratio entre l'amplitude de votre saccade et la rotation de la chaise va donner 1. Donc, c'est une intégration parfaite des informations vestibulaires, dans ce cas-ci. Donc, l'amplitude de la rotation de la chaise, étant donné qu'il y avait différentes amplitudes, 10, 20, 30, l'amplitude, la vitesse maximale était modulée en fonction de l'amplitude de la rotation de la chaise. Et l'amplitude de la rotation de la chaise, le décompte temporel de la rotation de la chaise était similaire entre les deux groupes. Donc, on a testé des sujets contrôle, des jeunes adultes, des adolescents, en fait, entre 12 et 18 ans, et des patients squelettiques entre 12 et 18 ans. Ils ont été soumis aux mêmes conditions expérimentales. Donc, comme je vous ai dit, lorsqu'on fait une rotation de la tête autour de l'axe vertical, c'est principalement les canaux semi-circulaires dans le plat horizontal qui sont stimulés. Et lorsqu'il y a un déplacement de la tête, ce qui arrive, c'est qu'il y a un liquide au niveau des canaux semi-circulaires, qui est l'endolymphe, et qui est déplacé, qui va créer un moment d'inertie, ou l'inertie au niveau des cellules qui sont à l'intérieur des canaux, et ça va changer la fréquence de décharge au niveau des noyaux vestibulaires qui vont être ensuite intégrés au niveau central par l'être humain ou par le cerveau. Donc, je vous rappelle, dans cette tâche, il y avait des saccades oculaires et il y avait une stimulation vestibulaire. Donc, un des problèmes qu'on pourrait observer, c'est un problème oculomoteur. Donc, la patiente squelettique a de la difficulté à faire une saccade vers une cible et ce ne serait pas relié à un problème d'intégration vestibulaire. Donc, dans la première condition contrôle, ce qu'on a fait, c'est que les patients étaient assis sur une chaise dans le noir, encore une fois. Il y avait une cible qui était solidaire à leur tête et ils devaient fixer cette cible. Pendant un instant de 200 millisecondes, il y avait une cible qui apparaissait à droite. Ils ne devaient pas faire de mouvement oculaire vers la cible, ils devaient mémoriser la position de la cible. Ensuite, il y avait 1 seconde sans que la cible soit allumée. Et suite à cette seconde, les patients effectuaient une saccade vers la cible mémorisée. La cible n'était plus présente. Donc, cette tâche a permis de quantifier la performance oculomotrice des patients et des sujets contrôle. Ensuite, dans la deuxième condition expérimentale, les sujets étaient assis encore une fois dans le noir. Il y avait une rotation de la chaise, et suite à la rotation de la chaise, les sujets devaient faire une saccade à la position initiale de la chaise. Donc, je vous rappelle, si la chaise fait une rotation de 30 degrés vers la droite et que la personne fait une saccade de 30 degrés vers la gauche, ça veut dire que son gain vestibulaire est de 1 et sa performance est optimale. Elle a intégré parfaitement les informations vestibulaires et elle a converti les informations vestibulaires en une commande motrice qui est ici, une commande oculaire, pour aller vers la cible. Donc, si vous avez les résultats d'un sujet contrôle,
Donc, sur l'axe horizontal, vous avez la rotation de la chaise. Et sur l'axe vertical, vous avez l'amplitude de la saccade oculaire. Donc, si la pente ici est de 1, ça voudrait dire qu'une rotation de 30 degrés est accompagnée d'une saccade oculaire de moins 30 degrés dans la direction opposée. Donc, le ratio des deux serait de 1, ce serait une intégration parfaite des informations sensorielles. Ici, ce qu'on observe, c'est que la pente est légèrement inférieure à 1, est à 0,78. Donc, une sous-estimation de la rotation, ou de l'amplitude de la rotation chez les patients, chez les sujets contrôle. Si on regarde maintenant les patients scoliotiques, donc on voit la différence de la pente entre les deux. Donc, vous avez le sujet contrôle et le sujet scoliotique. Donc, c'est la même chose. La pente ici est légèrement inférieure à 1, encore une fois, donc elle est à 0,55, et elle est inférieure à la pente du sujet contrôle. Donc, une sous-estimation plus importante des signaux vestibulaires, dans l'intégration des signaux vestibulaires chez les sujets scoliotiques. Ce graphique présente la moyenne du gain vestibulaire chez les scoliotiques et les contrôles. Donc, les contrôles, c'est en noir, et les sujets scoliotiques, c'est l'histogramme en blanc. Donc, on voit qu'il y a une sous-estimation plus importante chez les scoliotiques comparativement au contrôle, et qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'asymétrie gauche-droite. Donc, les patients et les sujets contrôle sous-estiment, peu importe l'amplitude de la rotation ou la direction de la rotation, sous-estiment l'amplitude de cette rotation. Donc, je vous ai dit que c'est important d'étudier la commande oculomotrice, puisqu'il devait faire une saccade. Donc, les résultats ici montrent qu'il n'y a pas de différence. Donc, la précision de la saccade est à peu près à 0 degré. Chez les scoliotiques et les sujets contrôle, sont aussi précis pour faire une saccade vers une cible. Donc, ce n'est pas un problème oculomoteur. C'est plutôt un problème d'intégration des informations vestibulaires et de la conversion des informations vestibulaires en commande oculaire pour se mémoriser le déplacement dans l'espace. Une autre question qu'on s'est posée ici, c'est étant donné que les informations vestibulaires sont intégrées, ça se pourrait qu'il y ait un problème au niveau de la morphologie de l'appareil vestibulaire. Donc, si les patients ont un développement asymétrique de l'appareil vestibulaire ou un problème au niveau du nerf vestibulaire, ça pourrait expliquer les résultats qu'on a observés. Donc, dans cette étude, on a aussi mesuré le réflexe vestibulo-oculaire. Donc, le réflexe vestibulo-oculaire, c'est lorsque vous faites des oscillations de la tête et que vous devez focuser sur un objet dans l'espace. Donc, si vous lisez un livre et que vous êtes en autobus et que l'autobus est instable, donc quand que vous lisez votre livre, votre œil est stabilisé par rapport à l'espace. C'est grâce au réflexe vestibulo-oculaire qui permet de stabiliser votre œil dans l'espace malgré les mouvements de la tête. Donc ça implique, c'est un réflexe, ça implique environ 3 neurones, les noyaux vestibulaires, donc l'appareil vestibulaire, et ça permet de quantifier la précision ou l'intégrité du système périphérique vestibulaire. Donc, on a mesuré le réflexe vestibulaire chez les scoliotiques. Donc, pour faire une histoire courte, lorsqu'on déplace la tête a une certaine vitesse. On mesure la vitesse de la tête, on mesure la vitesse de l'œil, et encore une fois, on fait le ratio entre les deux. Et si la pente est de 1, ça veut dire que le réflexe vestibulo-oculaire est de 1. S'il est inférieur, mais ça veut dire qu'il y a un problème, normalement, au niveau de l'appareil vestibulaire. Donc, chez les patients scoliotiques, on a observé que le réflexe vestibulo-oculaire était de 1,0, chez les contrôles, pardon, et chez les scoliotiques était de 0,99. Donc, il n'y a pas de problème vestibulo-oculaire chez les patients scoliotiques comparativement aux jeunes adultes. Donc, ce n'est pas un problème de l'appareil vestibulaire ou du nerf vestibulaire, mais encore une fois, ça démontre que c'est un problème d'intégration, de transformation des informations vestibulaires en commande motrice. Donc, dans cette étude, ce qu'on a observé, c'est que c'est un problème d'intégration des informations vestibulaires et de la conversion des informations vestibulaires en commande oculomotrice. On a observé qu'il n'y avait pas d'asymétrie dans l'intégration. Probablement que ça démontre que c'est un problème d'intégration centrale des informations gauche et droite de l'appareil vestibulaire. Si on avait observé une asymétrie, ça aurait pu confirmer que c'est un problème périphérique. On a observé également que le contrôle oculomoteur était comparable entre les sujets scoliotiques et les sujets contrôle. Donc, ce n'est pas un problème oculomoteur, c'est vraiment un problème d'intégration, c'est ce que ça confirme. Et l'absence de différence au niveau du gain vestibulaire confirme également que c'est un problème d'intégration centrale des informations vestibulaires et non un problème périphérique de l'appareil vestibulaire. Donc,
Dans cette étude, c'était plutôt une intégration pure des informations vestibulaires qu'on a étudiées. Dans des projets subséquents, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à l'intégration vestibulaire et proprioceptive. Donc, vous savez très bien que l'information qui vient des muscles et des articulations, qui est de l'information proprioceptive, qui nous permet de coder la position des segments les uns par rapport aux autres, de connaître si on est sur une jambe gauche ou jambe droite. Donc, cette information des membres inférieurs est intégrée avec la vision et le système vestibulaire pour amener une commande motrice qui est adéquate. Donc, dans ces études, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la technique de la stimulation galvanique vestibulaire, on a mis des électrodes derrière les oreilles des patients et des sujets contrôle. On a envoyé un petit courant électrique. Ça a changé la fréquence de décharge des canaux sémicirculaires et des otolithes gauche et droite, et ça a créé une réponse posturale. Et on a enregistré la réponse posturale et on a comparé la réponse posturale des sujets squelettiques à celle des adultes ou des sujets sains, et voir s'il y avait un problème d'intégration sensorielle au niveau proprioceptif et vestibulaire. Donc, lorsqu'on stimule l'appareil vestibulaire, il y a de l'information qui va être de l'information vestibulomoteur, qui va descendre directement dans la moelle épinière, et de l'information qui va passer par le thalamus pour être intégrée au niveau du cortex vestibulaire. Donc, il y a deux directions, soit vers les muscles directement, via la moelle épinière, ou vers le cerveau via le thalamus. Donc, l'objectif de cette étude était vraiment de déterminer, premièrement, s'il y avait un problème d'intégration sensorimotrice chez les patients scoliotiques. Donc, on a comparé des scoliotiques avec des sujets sains. Et ensuite, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que les problèmes sensorimoteurs qu'on observe chez les scoliotiques seraient associés aux scolioses sévères et qu'on n'observerait aucun problème chez les scolioses modérées? Et ça, c'est important parce que ça voudrait dire que le problème sensorimoteur pourrait être un facteur aggravant de la scoliose. Donc, imaginez-vous que les scolioses modérées n'ont pas de problème sensorimoteur et que les scolioses sévères ont un problème sensorimoteur. Ça veut dire que le problème sensorimoteur est un facteur qui assiste à la progression de la scoliose. Donc, c'était l'objectif de ce travail. Donc, on a testé 17 sujets contrôle, 17, pardon, 20 modérés et 20 sévères. Le critère pour, si c'était une scoliose sévère, c'est que si la scoliose était supérieure à 25 degrés d'angle cobe, on les classifiait comme scoliose sévère. Et si c'était entre 25 et 15 degrés, c'était, entre supérieur à 35 degrés, supérieur à 30 degrés, c'était une scoliose sévère, et inférieur à 30 degrés, c'est une scoliose modérée. Donc, on a en moyenne 20 degrés d'angle de cobe chez les scolioses modérées et 40 degrés chez les scolioses sévères. Il y avait différents types de scolioses qu'on observait. Donc, comme je vous ai mentionné, lorsqu'on stimule l'appareil vestibulaire, il y a de l'information au niveau du cortex somatosensoriel et au niveau du cortex vestibulaire qui est dû à la stimulation à l'aide de la technique de stimulation vestibulaire galvanique. Donc, dans l'étude, c'était assez simple. Les participants étaient debout sur deux plateformes de force. Donc, il y avait un espace très limité entre les pieds. Parce que lorsque la base de support est réduite, ça permet d'observer une meilleure réponse posturale vestibulaire. Ensuite, il y avait toujours les yeux fermés. Puisque lorsqu'on ferme les yeux et qu'il y a une stimulation vestibulaire, on amplifie l'effet de la réponse posturale vestibulaire. Et avec les plateformes de force, on pouvait mesurer l'équilibre. Donc, il y avait deux conditions expérimentales. Dans une première condition, étant donné que le mouvement du tronc était dans le plan frontal, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas une limitation biomécanique pour expliquer les résultats. Donc, dû à la scoliose, la sévérité de la scoliose, il serait possible que des mouvements moins importants du tronc chez les scoliotiques seraient associés plutôt à un problème biomécanique et non à un problème sensorimoteur. Donc, dans une première condition, les sujets faisaient 3 essais. Dans le plan frontal, ils faisaient une flexion latérale dans le plan frontal du tronc maximal et on mesurait leurs mouvements maximaux pour s'assurer qu'il n'y avait pas une contrainte mécanique chez les scoliotiques comparativement au sujet contrôle. Dans la deuxième condition, ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait les électrodes, une cathode et une anode, et on stimulait avec un courant électrique une dépolarisation de l'appareil vestibulaire pour induire une réponse posturale vestibulaire. Donc, ça créait, lorsqu'on avait la cathode du côté droit et l'anode du côté gauche, ça causait une réponse posturale vestibulaire droite à gauche.
et l'inverse lorsqu'on changeait, la polarité des électrodes. Donc, juste en stimulant l'appareil vestibulaire, on pouvait induire une réponse posturale. C'est strictement la réponse posturale. Oui, lorsqu'on stimule avec l'appareil système vestibulaire, ça crée un mouvement du tronc, comme illustré sur la figure. Pour mesurer l'amplitude de la réponse posturale, il y avait des senseurs qui étaient des senseurs électromagnétiques qui étaient localisés, un au niveau de la tête, un au niveau de la 7e vertèbre cervicale et un au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Donc, on pouvait mesurer l'amplitude des mouvements du tronc dans le plan frontal. Et ensuite, avec la plateforme de force, on mesurait la somme des forces latérales qui étaient associées à la réponse posturale vestibulaire. Donc, chaque essai était d'une durée de 7 secondes et était découpé en 4 intervalles différents. Donc, le premier intervalle, c'était pour s'assurer que le contrôle de l'équilibre entre les patients scoliotiques et les contrôles était similaire. Donc, il n'y avait aucune stimulation, sauf que les sujets étaient les yeux fermés. Ensuite, il y avait une stimulation vestibulaire qui était de 2 secondes. On arrêtait la stimulation et on observait le contrôle de l'équilibre pendant 1 seconde et 2 secondes suite à l'arrêt de la stimulation. On a calculé la valeur RMS des déplacements du tronc dans le plan frontal et au niveau du contrôle de l'équilibre des forces latérales. La valeur RMS que ça représente, simplifié, c'est un intégral du déplacement du corps dans l'espace ou des forces latérales qui sont mesurées au niveau de la plateforme de force. Donc la valeur RMS, plus elle est grande, plus la personne est déstabilisée, plus elle est petite, plus la personne est stable. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, ici, ce qui est représenté sur la figure, dans le panneau supérieur, vous avez lorsque la stimulation était du côté gauche, lorsque la stimulation était du côté droit, à droite sur la figure. La partie supérieure représente le déplacement du tronc dans l'espace. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le déplacement horizontal de la 7e vertèbre cervicale chez les scoliotiques et chez les sujets contrôle. Et on a normalisé le déplacement de la 7e vertèbre cervicale par rapport à la taille des sujets, bien entendu. Donc ici, ce que vous avez, c'est la ligne bleue, vous avez les sujets contrôle, et la partie hachurée, en gris, c'est lors de la stimulation galvanique vestibulaire. Donc, le trait bleu, les sujets contrôle, le trait rouge et le trait noir, les sujets scoliotiques, soit avec une scoliose modérée, le trait noir, et une scoliose sévère, le trait rouge. En bas, ce qu'on a, c'est la même chose, même nomenclature, sauf que c'est les forces latérales qui sont mesurées au niveau de la plateforme de force. Donc, ce qu'on observe rapidement sur la figure ici, c'est que la déstabilisation lors de la stimulation et après la stimulation vestibulaire est nettement supérieure chez les scolioses, que ce soit modéré ou sévère, comparativement au sujet contrôle. Donc, lorsqu'on perturbe les informations vestibulaires et qu'on redonne les informations vestibulaires aux patients scoliotiques, leur contrôle de l'équilibre est plus difficile comparativement au sujet contrôle. Donc, il y a une autre variable qu'on a mesurée, c'est le contrôle vestibulaire. Vous vous rappelez, je vous ai dit que lorsqu'on stimule l'appareil vestibulaire, il y a de l'information qui va au cortex vestibulaire et il y a de l'information qui va voyager vers la moelle épinière et vers les muscles. Donc, on peut quantifier le contrôle vestibulomoteur direct, donc l'information qui descend directement au niveau des muscles, comparativement aux informations qui vont au cortex vestibulaire. Donc, le contrôle vestibulomoteur, ce qu'on a fait, c'est si vous regardez ici sur la figure, vous avez le changement des forces au niveau du sol. Et lorsqu'on regarde, les forces vont être modulées avant qu'il y ait un changement au niveau de la cinématique du tronc. Donc, il y a une modification des forces d'interaction entre le sujet et le sol avant qu'il y ait une conséquence cinématique. Donc, c'est ce qu'on appelle la réponse vestibulomotrice directe. Donc, on a calculé l'intégrale de la courbe de la force en fonction du temps chez les différents sujets avant qu'il y ait un changement au niveau du tronc. Et c'est ce qu'on appelle la réponse vestibulomotrice directe. Donc, ce qu'on a observé, c'est que chez les patients scoliotiques, la réponse vestibulomotrice était similaire à celle des contrôles. Donc, il n'y a pas de problème vestibulomoteur chez les patients scoliotiques. De plus, on a mesuré le réflexe vestibulo-oculaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, chez ces patients. Et il n'y avait pas de différence, encore une fois, avec les sujets contrôle. Donc, ça nous aurait conforté parce que ça faisait 2 fois qu'on faisait la démonstration qu'il n'y avait pas de problème
au niveau du réflexe vestibuloculaire chez les patients scoliotiques. Donc, on a reproduit nos résultats, ce qui est très important en science. Lorsque vous reproduisez vos résultats, mais vous avez plus de conviction que vos résultats sont réels. Donc ici, ce que ça représente, c'est la moyenne par groupe des forces latérales, donc la somme des forces latérales pour les trois groupes. Donc, l'histogramme bleu, encore une fois, c'est les sujets contrôle. L'histogramme noir, c'est les sujets avec une scoliose modérée. Et l'histogramme rouge, c'est les scolioses avec une scoliose, une déformation du rachis très importante. Donc, ici, entre moins 2 et 0, c'est le contrôle de l'équilibre avant la stimulation vestibulaire. Donc, comme il n'y a pas de différence entre les trois groupes, ça veut dire qu'au point de vue du contrôle de l'équilibre, les trois groupes étaient similaires en l'absence de modification des informations vestibulaires. Lorsqu'on appliquait la stimulation vestibulaire, l'augmentation du déséquilibre était nettement supérieure chez les scolioses sévères et les scolioses modérées comparativement au sujet contrôle. Ensuite, lorsqu'on arrêtait la stimulation vestibulaire, les patients étaient encore déséquilibrés. Donc, vous regardez ici l'histogramme bleu, les sujets contrôle, il n'y a pas d'augmentation de leur déséquilibre, alors que l'arrêt de la stimulation vestibulaire crée un déséquilibre plus important chez les patients scoliotiques. Donc, ils ont de la difficulté à intégrer les informations proprioceptives et vestibulaires pour créer une commande motrice adéquate pour contrôler leur équilibre comparativement au sujet contrôle. Au niveau de la cinématique de la vertèbre C7, on a trouvé les mêmes résultats, et c'est simplement qu'on sait très bien en biomécanique que la cinétique, c'est la cause de la cinématique. Donc ici, on observe les conséquences de ce qu'on a vu sur la diapositive précédente. Donc on a les mêmes résultats au niveau de la cinématique. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs causes qui pouvaient expliquer la scoliose. Et moi, je ne suis vraiment pas de ceux qui prétendent que la scoliose, c'est simplement un problème sensorimoteur. Je suis convaincu qu'il y a des patients scoliotiques, malgré que je vous ai montré que tous les patients scoliotiques semblent avoir un problème sensorimoteur, je suis convaincu qu'il y a des patients scoliotiques qui n'ont pas de problème sensorimoteur. Et donc, à partir de nos résultats, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on peut trouver un algorithme mathématique qui nous permettrait de comparer tous les patients scoliotiques au sujet contrôle et d'identifier les patients scoliotiques qui ont une réponse posturale similaire au sujet contrôle. Donc, ça voudrait dire qu'eux, ils n'ont pas de problème sensorimoteur. Donc, ici, vous avez les forces verticales au niveau des pieds qui sont mesurées chez les patients contrôle, donc les sujets contrôle, pardon, le trait rouge, et les deux groupes scoliotiques, le trait bleu et noir. Donc, ça, c'est avant la classification avec l'algorithme mathématique. Suite à la classification, on a observé que, effectivement, dans le groupe de scoliose modérée et de scoliose sévère, il y avait des sujets qui se comportaient comme des sujets contrôle, des participants contrôle. Donc, on voit ici qu'après la classification, les traits pointillés, pointillés, ce sont des sujets scoliotiques qui ont un problème sensorimoteur. Par contre, il y a des sujets scoliotiques qui ont un contrôle de l'équilibre similaire au sujet contrôle. Donc, suite à notre classification, on a observé qu'il y avait environ 40% de nos sujets scoliotiques qui avaient un problème sensorimoteur. Donc, il y en a 60% qui ont développé une scoliose qui n'est pas associée à un problème sensorimoteur. Et donc, ça, c'est très important. Ça veut dire que vous, qui appliquez des traitements, donc si jamais vous basez vos traitements sur un problème qui soit, par exemple, sensorimoteur, disons, vous partez de la classe aujourd'hui, puis vous dites, bon, ben, on a vu à la conférence, puis là, ben, toutes les scolioses ont un problème sensorimoteur. Je vais trouver une approche pour traiter des scolioses avec une approche qui se centre sur le sensorimoteur. Mais c'est un problème, parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce n'est pas tous les patients scoliotiques qui ont un problème sensorimoteur. Donc, lorsqu'on fait l'approche d'un traitement pour un patient scoliotique, il faut être capable d'identifier si c'est un problème sensorimoteur ou autre. Donc, ça, c'est un des exemples importants de la classification, à mon avis. Donc, il reste quelques détails. Ce n'est pas parfait, encore une fois. Il reste quelques détails à peaufiner pour la classification, puis confronter la classification avec cette méthode, mais c'est une façon, à mon avis, qui va permettre des avancées au niveau de l'identification de la cause de la scoliose dans les prochaines années. Donc, dans l'ensemble, ce qu'on a vu avec cette étude, c'est que les patients scoliotiques, comparativement au sujet contrôle,
ont un problème d'intégration sensorimotrice. Donc, lorsqu'on perturbe les informations vestibulaires, ils ont de la difficulté à utiliser les informations proprioceptives pour contrôler leur équilibre. Et lorsqu'on arrête la perturbation des informations vestibulaires, ils sont encore déséquilibrés. Donc, ça veut dire qu'ils ont un problème dans la gestion de la pondération des différentes entrées sensorielles. Ils ont de la difficulté à mettre en commun l'information proprioceptive et l'information vestibulaire pour adapter leur commande motrice. Donc, ça, c'est un des points importants. Donc, ça montre que le problème sensorimoteur chez les patients scoliotiques, c'est un problème de gestion des informations sensorielles et de la conversion de ces informations en commandes motrices adaptées. Un autre point qui est important, c'est que c'est seulement 40%, en tout cas dans notre étude, c'est seulement 40% des patients qui ont un problème sensorimoteur. Ça, c'est un point important à retenir de la conférence d'aujourd'hui. Un autre point qui est difficile à comprendre, c'est qu'on n'a pas observé d'asymétrie. Parce que là, l'une des hypothèses, c'est que la scoliose serait associée à une asymétrie dans l'activité des muscles dorsaux. Mais lorsqu'on stimule à gauche ou à droite l'appareil vestibulaire, on ne mesure pas d'asymétrie dans la réponse posturale vestibulaire. Donc, une des raisons serait que le problème vestibulaire serait pendant une fenêtre très, très courte. Et ce qu'on observe, c'est le problème d'intégration vestibulaire générale, et qui serait, le fait qu'il n'y ait pas d'asymétrie serait qu'il y a une compensation de la proprioception ou de la vision qui pourrait atténuer l'asymétrie qui aurait pu être observée pendant une fenêtre temporelle très courte chez ces patients. Et à des sujets concrets. Donc, avec les mêmes mesures que je vous ai montrées précédemment. Donc, ici, sur la figure, vous avez sur le panneau supérieur le déplacement normalisé de la 7e vertèbre cervicale dans le plan frontal. Donc, en bleu, vous avez les sujets contrôle. Et en noir, vous avez les sujets scoliotiques adultes. La partie en gris ici, c'est la période de stimulation vestibulaire. Donc, on observe encore une fois qu'il y a une différence entre les scolioses adultes et les sujets contrôle adultes. Donc, il y a un effet de l'altération des informations vestibulaires sur le contrôle de l'équilibre. On observe les mêmes résultats au niveau des forces verticales lors du contrôle de l'équilibre. Donc, dans cette étude, on a observé que lorsqu'on retire l'information vestibulaire, les patients scoliotiques sont déstabilisés davantage. Les patients scoliotiques sont déstabilisés davantage que les sujets contrôle. Donc, encore une fois, ces résultats montrent que la scoliose est associée à un problème d'intégration sensorimotrice et que ce n'est pas le reflet d'un processus de maturation uniquement, puisqu'on observe chez les scolioses adultes un problème sensorimoteur. Donc, je ne nie pas que ça peut être un problème, ça peut être associé à la maturation, mais dans cette étude, étant donné que la maturation des systèmes sensoriels est terminée et qu'on observe un problème sensorimoteur, c'est clair pour moi que la scoliose est associée à un problème sensorimoteur et que ce n'est pas nécessairement dû au processus de maturation. C'est dans la même proportion. Pardon? C'est dans la même proportion. Dans cette étude, là, par rapport aux 40 on n'a pas fait de classification. Ce serait une bonne idée de faire une classification chez les adultes pour voir si c'est... Oui, ça pourrait être intéressant. Donc ensuite, bon, la question qu'on peut poser avec les scolioses adultes, c'est, bon, étant donné qu'il y avait un angle de Cobb de 20 degrés, est-ce que les résultats que vous observez, qui ne sont pas dus à la maturation des systèmes sensoriels, pourraient être dus à la torsion du rachis? Donc, principalement, ceux qui s'intéressent à la biomécanique de la scoliose, ils disent souvent que les problèmes de contrôle de l'équilibre chez les scoliotiques, c'est un problème biomécanique. Le déplacement du centre de masse qui est dû à la torsion en 3 dimensions de la colonne vertébrale. Donc, dans le passé, on a présenté plusieurs travaux qui suggéraient que ce n'était pas relié à un problème de distorsion de la colonne. Entre autres, lorsqu'on redonne l'information, les sujets sont déstabilisés davantage, donc ça démontre que c'est un problème d'intégration. Mais quand même, on a décidé de faire une étude avec des patients scoliotiques adultes, où dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le contrôle sensorimoteur chez des scolioses, des scoliotiques, qui ont été opérés par chirurgie.
Donc on s'est dit, si c'est un problème structural ou un problème biomécanique, ça voudrait dire que les scolioses adultes qui ont été corrigées à l'aide de la chirurgie ne devraient pas montrer de problème sensorimoteur. D'autre part, si on observe des problèmes sensorimoteurs chez les scolioses qui ont été corrigées, ça démontre que le problème sensorimoteur n'est pas un problème qui est associé à la torsion en 3 dimensions de la colonne vertébrale. Donc, dans cette étude, on a testé 10 sujets contrôles et 10 sujets scoliotiques qui ont eu une correction de leur angle de cope, de la torsion de la colonne. Donc, initialement, avant la chirurgie, il y avait un angle de cope moyen d'à peu près 65 degrés. Et suite à la chirurgie, l'angle de cope était de 15 degrés. Donc, nettement réduit. Les scoliotiques ont été testés 2 ans minimum après la chirurgie. On a utilisé les mêmes mesures. Donc, avec les 4 intervalles, on a mesuré le contrôle de l'équilibre au cours des 4 intervalles lorsqu'il y avait la stimulation vestibulaire ou pas stimulation vestibulaire. Et, encore une fois, sur le panneau supérieur, c'est le déplacement de la vertèbre C7 dans le plan frontal qui est normalisé par la taille du sujet. En bleu, vous avez les sujets contrôle. Et en noir, vous avez les sujets scoliotiques. Panneau inférieur, vous avez les forces verticales. Donc, on voit encore une fois que pendant la stimulation vestibulaire, il y a une différence entre les deux groupes. Et suite à la stimulation vestibulaire, on voit que le déséquilibre est nettement supérieur chez les scolioses adultes qui ont été opérés. Donc, ici, vous avez l'augmentation. Donc, on regarde l'histogramme en bleu. C'est la moyenne de tous les sujets de chacun des groupes. En bleu, vous avez les sujets contrôle. En noir, vous avez les scoliotiques qui ont été opérés. Donc, on voit qu'à l'arrêt de la stimulation vestibulaire, il y a une augmentation importante du déséquilibre chez les patients scoliotiques opérés. Donc, qui témoigne d'un problème d'intégration des informations sensorielles et de la repondération des informations, donc un problème sensorimoteur chez les scolioses adultes opérés. Donc, la conclusion générale de nos travaux, c'est que la scoliose, ce n'est pas nécessairement uniquement un problème osseux. Donc, je pense qu'on a fait la démonstration qu'il y a un problème d'intégration multisensorielle chez les patients scoliotiques. C'est un problème de transformation sensorimotrice. Donc, l'information sensorielle semble être intacte puisqu'on n'a pas observé de problème d'équilibre lorsqu'il n'y avait aucune manipulation des informations sensorielles. Par contre, lorsqu'on relève l'information sensorielle, il y avait un problème de repondération des informations et de conversion de cette repondération en commande motrice adaptée. On a observé que les problèmes sensorimoteurs étaient présents seulement chez 40% des scolioses de l'adolescence et qu'il y avait un problème de transformation sensorimotrice également chez les scolioses adultes. Et ça, c'est très important à mon avis parce que ça démontre que ce n'est pas nécessairement relié au processus de maturation des systèmes sensoriels et que la réduction de la scoliose par une chirurgie n'éliminait pas complètement les problèmes sensorimoteurs. Donc, c'est le problème sensorimoteur qu'on a mesuré semblerait être associé à l'apparition de la scoliose et non à la sévérité de la scoliose. Puisqu'on n'a pas observé de différence chez les scolioses modérées par rapport à sévères de l'adolescence. Donc, les deux ont un problème de sensorimoteur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas relié à la sévérité, mais plutôt à l'apparition de la scoliose. On observe également des problèmes sensorimoteurs chez les scolioses adultes, qu'ils soient opérés ou non. Donc, ce n'est pas relié à la torsion en 3 dimensions de la colonne. C'est présent à l'apparition de la scoliose et c'est maintenu. C'est légèrement diminué parce qu'il y a une compensation sensorielle, mais il y a quand même une différence par rapport à des sujets contrôle. Donc, c'est l'ensemble de nos résultats. Donc, j'aimerais remercier mes collaborateurs au cours des dernières années et les étudiants qui ont travaillé aux différents projets et la Fondation Cottrell et le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie pour le financement de ces travaux. Merci.